Chers amis, bienvenue dans ce second épisode de la chaîne Passé par Nantes, la chaîne dédiée au passé de la ville de Nantes et à ses cultures. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une polémique qui a agité Nantes il y a quelques semaines et qui va l'agiter encore dans quelques jours, puisque le conseil municipal va d'ici 1 ou 2 semaines se réunir pour discuter du bien fondé d'ériger le drapeau breton sur la mairie de Nantes. En effet, il y a tout juste un mois, en octobre dernier, la mairie de Nantes avait été sommée par le tribunal administratif de retirer ce drapeau qui avait été jugé non neutre et non érigé dans des conditions réglementaires suite à la plainte d'un juriste nantais mais aussi parisien. Sans surprise, ça a été l'émoi dans les chaumières, on en veut à la culture bretonne, on veut invisibiliser l'histoire de la Bretagne à Nantes, et évidemment, on est à 2 doigts de nous interdire le beurre salé. Les partis autonomistes, eux, sont partis complètement en autocombustion, puisqu'il s'agit d'un juriste, donc forcément une élite déconnectée, parisienne, donc jacobine, le couteau anti-breton entre les dents, et qui n'avait que l'occasion à saisir pour assassiner la mémoire bretonne. N'en jetez plus, le scénario est absolument parfait pour sortir les mouchoirs et pleurer un bon coup sur la Bretagne bafouée. Je vous mets un petit extrait d'un reportage de France 3 Bretagne qui résume assez bien la façon dont on a voulu présenter les choses dans les médias. Le drapeau breton hissé en grande pompe en décembre 2020. 4 ans plus tard, il est menacé d'être retiré de la cour d'honneur de la mairie. Je suis pour garder le drapeau breton. Oh, je suis pour le retrait. Ici, on est en Bretagne, mais on est vraiment historiquement dans le pays de la Duchesse Anne. Et c'est bien dommage qu'on nous enlève ce drapeau breton. Il y a le beau château et tout ça, donc non, c'est pas bien. Enfin bon, c'est pas très grave non plus, mais c'est pas bien. Moi, je suis bretonne, bien sûr. Il vous aura peut-être échappé, c'est ce monsieur qui n'est pas d'accord avec la pose de ce drapeau, à qui on a coupé la chic assez rapidement pour laisser place à d'autres témoignages. Oh, je suis pour le retrait. On peut donc se demander si l'histoire n'est pas plus nuancée qu'on veut bien nous la présenter, et si on avait laissé ce monsieur s'exprimer pleinement, qu'aurait-il eu à nous dire à ce sujet ? Voici donc l'histoire du Gwenadu, ce drapeau breton ainsi nommé, comment il est né, comment il est arrivé sur le toit de la mairie, et pourquoi il fait polémique au point qu'un juriste a cru bon devoir saisir le tribunal administratif de Nantes. Plongeons-nous d'abord dans l'histoire du Gwenadu. Ce drapeau breton est né de l'imagination d'un certain Marshal Morvan en 1923, qui était un jeune militant breton, architecte de formation. Dans un contexte français d'exacerbation des nationalismes, dans les années 20, Marshal Morvan et ses compagnons se trouveront frustrés de ne pas avoir pu faire valoir leur côté héroïque dans la Grande Guerre. Ils étaient trop jeunes pour cela, et trouveront un moyen, un exutoire pour exprimer leur radicalité et la défense de leur culture et de ce qu'ils considèrent être leur nation, la Bretagne. Ces jeunes militants voudront renouveler la façon de militer et seront inspirés par un mouvement artistique qu'on appelle les Seisbreurs, avec des formes assez géométriques ou des figures plus classiques revisitées. Alors, Marshal Morvan était proche de ce mouvement Seisbreur, il était aussi assez proche de l'union de la jeunesse bretonne, à qui il souhaitait donner un nouveau symbole, et ce nouveau symbole sera tout simplement le Gwenadu. Il empruntera aussi ce drapeau pour en faire l'étendard de son journal, un journal qui s'appelait Braizatao, déjà nationaliste et assez radical, puisque dès 1923, on trouve des articles célébrant les victoires des chemises noires, qui étaient les brigades fascistes de Mussolini en Italie. Donc il crée ce drapeau Gwenadu pour cette association de nationalistes
jeune breton, qui sera présidé par son meilleur ami, Olivier Mordrel, dont on reparlera un petit peu plus tard. Mais avant toute chose, faisons un petit point sur l'héraldique de ce drapeau, ce qu'il représente au fond. Il est en 2 parties. Vous avez en haut à gauche de l'hermine noire sur fond blanc qui symbolise le duché, l'aristocratie ducale bretonne, sur fond blanc, c'est-à-dire la symbolique du baptême, la pureté du christianisme. Juste à côté, vous avez des barres parallèles, noires et blanches, qui symbolisent chacune l'un des 9 évêchés de la Bretagne historique. C'est donc finalement un véritable drapeau programme, puisqu'il s'agit d'une Bretagne réunie, inscrite dans son histoire, qui est essentiellement le duché, inscrite dans un certain nombre de valeurs, avant tout chrétiennes. Ce drapeau se retrouvera donc diffusé dans le journal Brézatao de Marshal Morvan, qui se trouvait une personnalité assez ambiguë, puisqu'il pourra tout à la fois déclarer que son drapeau n'a absolument rien de politique, on a vu que c'était tout le contraire finalement, et que secondo, il a pu aussi signer des manifestes antiracistes, ceux qui ne mangent pas de pain. En revanche, c'est un maurassien convaincu, c'est-à-dire un nationaliste farouchement opposé à la présence de la France en Bretagne, un autonomiste, même un indépendantiste, qui aura aussi l'occasion d'écrire de nombreux textes antisémites qu'il publiera dans la revue Néméton en 1942, plusieurs numéros d'une revue assez obscure, néo-druidique, où il invitera d'autres auteurs à publier, tout aussi antisémites. Cependant, son drapeau, en 1923, remporte un franc succès. Il arrive à ringardiser les vieux drapeaux, jugés vieillots. Alors, il ne faut pas confondre le régionalisme avec le nationalisme régional, c'est une des composantes. Ne pas confondre aussi le régionalisme et la construction régionale politique. Pour expliquer brièvement, le régionalisme, ce sont l'ensemble des mouvements culturels qui défendent des cultures locales, des langues locales, de manière tout à fait neutre ou parfois plus engagée, donc comme ici avec Marshal Morvan. Et dans ce régionalisme, il y a à peu près 3 nuances. Les plus doux vont être des régionalistes tout simplement culturels, qui n'ont aucune revendication politique, sinon de promouvoir les arts et les lettres régionales, locales. Vous avez ensuite des gens plus engagés politiquement, qui veulent acquérir quelques droits, un peu plus d'autonomie, voire un fédéralisme au sein de la France. Et puis donc, des nationalistes qui, eux, veulent tout simplement, sinon une autonomie totale, l'indépendance complète de leur région, et en l'occurrence de la Bretagne. Donc le drapeau Gwenadu s'impose tout doucement au départ dans l'EMSAV, le mouvement breton, c'est-à-dire toutes les associations qui défendent de près ou de loin, de manière gentille ou un peu plus véhémente, les intérêts bretons. Mais quelques voix s'élèvent, et non des moindres, comme un certain Jaffrenou, qui fut le père de l'hymne breton actuel. Monsieur Jaffrenou ira jusqu'en 1939 qualifier ce drapeau de fasciste, et pour cause, puisqu'alors Marshal Morvan défend des théories pan-germanistes dans les pages de Brézatao. Il défend un panceltisme et un certain nordisme. Alors, pour faire simple, il considère que la race bretonne est unique et qu'elle serait menacée par une latinité, c'est-à-dire menacée par la France. En effet, le panceltisme et le nordisme postulent que
les Bretons seraient issus des Celtes antiques ou même des populations nordistes, hein, pourquoi pas vikings, ça fait plutôt bien, et qu'ils sont là depuis des millénaires, et que la France, en ayant par exemple imposé le français, a voulu assassiner la mémoire, l'histoire bretonne et invisibiliser l'identité bretonne. Marshal Morvan poussera le bouchon jusqu'à mettre en première page de son journal le Ewood. Alors qu'est-ce que le Ewood? C'est un symbole celtique réputé ancien, dont on ignore assez l'origine, mais qui en tout cas symbolise une croix gammée. Et à l'époque, ces nationalistes bretons, dont Marshal Morvan, ne pouvaient absolument pas ignorer que la croix gammée était aussi le symbole d'un parti politique allemand nommé le NSDAP, le parti d'un fameux Hitler. En effet, ces militants bretons partageaient une certaine vision commune avec les nationalistes allemands, hein, outre le panceltisme auquel répondait le pangermanisme allemand, ils défendaient une Europe des sans-drapeaux, c'est-à-dire une Europe des petits peuples, des petites nations, une Europe des races. Tout cela n'empêcha pas que le drapeau breton continua de rencontrer un certain succès et s'imposa comme symbole du mouvement nationalisme breton, hein, puisque il deviendra le drapeau officiel du PNB, le parti nationaliste breton, qui était présidé par Olivier Mordrel. Alors, Olivier Mordrel, qui sera encore bien plus radical que Marshal Morvan, hein, puisque celui-ci se rendra dès 1939 à Berlin pour négocier avec les Allemands les conditions de la Bretagne, alors qu'il savait que l'invasion allemande était imminente. Il poussera jusqu'à collaborer activement et revêtir l'uniforme nazi, hein, au sein du Benzenperrot, une petite milice bretonne de 70 individus, hein, c'était pas énorme non plus, et qui du coup collabora. Ceci dit, le PNB pèse alors à peu près 4 à 5 000 adhérents au sein de l'EMSAV, hein, ce qui sera considérable, et en fera tout simplement le premier parti nationaliste breton. C'est pour cette raison que dès 1940, ce drapeau fut interdit, hein, par ce qui restait de l'État français, et ce jusque dans les années 60. Un point important là-dessus, hein, pour ma propre sécurité personnelle, je tiens à dire qu'il faut aussi distinguer le nationalisme breton du régionalisme, on l'a vu, mais aussi de tous les Bretons dans leur ensemble, hein. Il y a eu un colloque en 2001 à propos de l'occupation allemande en Bretagne et qui a tranché sans équivoque. On n'a pas plus collaboré en Bretagne qu'ailleurs, on n'a pas plus résisté en Bretagne qu'ailleurs. Il n'y a pas d'effet Bretagne à la résistance ou à la collaboration. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, ce charmant petit monde se fait oublier et le drapeau Guanadu tombe plus ou moins dans l'oubli. Mais par un joli tour de passe-passe, il revient discrètement s'imposer dans l'EMSAV. On l'aperçoit notamment dans les années 60, dans des mouvements sociaux, dans des défilés de grévistes bretons. Et il prend surtout un tour majeur lorsque un certain Alan Stivell, le chanteur et poète, montera sur les planches de l'Olympia en février 1972, où il donnera un concert absolument mythique et flattera les fiertés bretonnes. Et à cette occasion, de nombreux Guanadu
qui n'avaient pas été vus à Paris depuis fort longtemps, ont été brandis par la foule. Ce concert d'anthologie d'Alan Stivell marquera le début de la vogue celtique et de l'engouement pour cette culture et cette imagerie, un engouement qui n'est toujours pas retombé. Lemsav lui-même tentera de faire oublier les années noires des années 40 et des années 30 en prenant un virage totalement à gauche, en ayant un militantisme culturel et tout au plus défendant politiquement un peu plus d'autonomie, sinon un fédéralisme qui s'inscrirait en construction avec l'État français. On peut signaler, par exemple, le succès de la loi cadre proposée par le Célib. J'aurai certainement l'occasion de vous parler plus particulièrement de cette époque de développement et de modernisation de la Bretagne. Mais néanmoins, à partir des années 2000, à la faveur des crises institutionnelles de l'État français, des crises migratoires qui amènent la France en général et nos régions, sinon même nos départements en particulier, à s'interroger sur leur identité, s'installent de nouveau des théories ethnistes au sein de l'EMSAV, et notamment à gauche, on parle alors d'ethno-régionalisme. Pour faire simple, l'ethno-régionalisme est une sorte de repli identitaire qui s'appuie sur des traits culturels spécifiques, comme la langue, ou plus ou moins imaginés. On va en parler beaucoup sur cette chaîne autour de l'histoire et du roman régional, et qui donc s'appuie sur cela pour revendiquer des droits spécifiques et donc différents du reste du territoire. Ainsi, si l'EMSAV défendait dans les années 70 un projet d'autonomie sociale, d'émancipation individuelle à travers la promotion des cultures locales, de la langue, des arts bretons, ce que je peux tout à fait partager, s'impose de plus en plus, notamment dans des débats autour du rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, une identité que l'on veut imposer à un territoire et à des individus. L'identité que l'on tient à imposer est passablement reconstruite à l'aide de clichés ou d'idées reçues que l'on tient pour vraies et que l'on tient à imposer sur le territoire. C'est par exemple le cas des panneaux bilingues en centre-ville de Nantes, qui sont apparus à la fin des années 2010, et oui, c'est pas si vieux que ça, qui sont dans un dialecte breton unifié en 1941, et donc qui d'une part n'ont rien à voir avec la langue que l'on pouvait parler au Moyen-Âge dans le duché breton, mais qui en plus sont au cœur d'un centre historique où on a parlé breton que de manière extrêmement anecdotique et de manière importée. Ce sera d'ailleurs l'objet d'un épisode de Passé par Nantes. Donc pour en revenir à notre drapeau, c'est précisément de cette façon qu'il s'est retrouvé dans la cour de la mairie de Nantes. Et ce sera notre dernière partie sur le côté politique de ce drapeau et les tractations qui l'ont amené jusque-là. Alors, ce n'est un secret pour personne, la mairie de Nantes est une mairie de gauche, longtemps emmenée par Jean-Marc Ayrault jusqu'à ce qu'il soit nommé Premier ministre. Et Jean-Marc Ayrault a eu la force de mener une union de gauche, embarquant à la fois les écologistes et les autonomistes bretons de gauche, que l'on nomme l'UDB, l'Union démocratique bretonne. L'aura politique de Jean-Marc Ayrault réussit à tempérer les revendications autonomistes
Et finalement, il faudra attendre son départ comme Premier ministre pour revoir ces associations tirer leur épingle du jeu politique. En effet, en 2020, Johanna Rolland, maire sortante socialiste, doit faire cavalier seul, puisque Europe Écologie Les Verts décidèrent, comme aux élections précédentes, de se présenter de manière autonome, embarquant avec eux les autonomistes bretons. Johanna Rolland fit 5 points de moins avec 30%, et donc, comme lors de sa première élection, elle a été confrontée à un second tour, tandis que Jean-Marc Ayrault avait été élu dès le premier tour. Dans l'entre-deux tours, il y eut des tractations politiques. Et parmi ces tractations figurent les revendications d'Europe Écologie Les Verts à propos du régionalisme, puisque Europe Écologie Les Verts est un parti pro-Union européenne, qui en épouse donc les politiques, et notamment les thèses régionalistes. Et ce faisant, ils se sont aussi fait soutenir pour ces élections par un certain collectif nommé À la Nantaise, présidé par Florian Leteuf. Johanna Rolland est réélue en 2020 et doit donc tenir sa promesse. Néanmoins, elle est consciente de tout ce que je viens de vous raconter dans cette vidéo, et certainement ses collègues du PS avec. Et donc, c'est pour cette raison qu'elle a certainement voulu passer outre un vote du conseil municipal pour pouvoir tenir son engagement, et finalement le drapeau est érigé sans vote en décembre 2020 en présence de toutes les associations bretonnes du coin et des bignoux qui vont bien avec. Maintenant que nous avons vu les chemins sinueux qu'a emprunté le Guanadu pour arriver jusqu'à la cour de la mairie de Nantes, faisons un petit point drapeaux locaux. Donc vous l'avez compris, le Guanadu n'est donc pas le drapeau historique de la Bretagne, hein. Il n'a absolument rien à voir avec le duché breton ou la province bretonne, même si on peut concéder que l'hermine ou la symbolique des évêchés est effectivement un clin d'œil à ce passé, évidemment. Mais encore une fois, c'est un drapeau créé en 1923-1925 à des fins nationalistes qui n'ont rien à voir avec les étendards bretons médiévaux, hein. Je vous en mets d'ailleurs un exemple ici, qui sont généralement constitués simplement d'hermines, blanche sur fond noir, noir sur fond blanche. D'ailleurs, vous pouvez en apercevoir qui flottent au-dessus du château des Ducs de Bretagne. L'un des plus anciens drapeaux bretons, lui, ne ressemble pas du tout à ça, hein. Il s'agit du cross-du. Il s'agit d'une croix noire sur fond blanc. C'est un symbole finalement que vous connaissez bien, puisqu'il se situe sur le drapeau de la ville de Nantes même, même s'il y a des versions avec le temps qui ont blanchi la croix. Alors, dans les années 20, à l'époque de Marshal Morvan, cette croix noire a été jugée trop nationaliste, alors que Marshal Morvan, qui a pu mettre les Voudes, c'est-à-dire une croix gammée en première page de son journal, c'est passé crème. Bon, allez comprendre. Autre drapeau pour finir, celui de la région Bretagne, tout simplement. Il est assez mal connu en dehors de la Bretagne elle-même, finalement. Et donc rien à voir avec le Guanadu. Il s'agit donc d'une hermine stylisée qui a la forme, tout bêtement, de la péninsule bretonne. Et enfin, le drapeau qui va faire prendre feu aux autonomistes et indépendantistes bretons, le drapeau des Pays de la Loire. Le voici, le voilà. Assez simple, somme toute. Pour conclure cette affaire, j'aimerais évoquer un point
très important, c'est qu'aujourd'hui, le drapeau Gwanadu est brandi par la plupart des gens de manière tout à fait inoffensive, de manière totalement bon enfant, et évidemment sans arrière-pensée politique, sinon un attachement qui peut se comprendre pour cette belle région qu'est la Bretagne. Il faut vraiment le souligner, et en plus de cela, bien souvent, la plupart de ces gens ignorent tout ou presque des histoires que je viens de vous raconter. François Jaffrenoux, que j'ai déjà cité tout à l'heure, expliquait d'ailleurs que par un mystérieux tour de passe-passe, ce drapeau s'est imposé à une population ignorant tout de l'histoire de la Bretagne, et de l'histoire plus particulière des mouvements bretons. D'ailleurs, tout breton puisse être, le château de Nantes, qu'on appelle château des Ducs de Bretagne, ne dispose d'aucun Gwanadu sur ses remparts. Flotte l'hermine ducale, mais absolument pas le drapeau militant breton, et cela ne pose de problème à personne. Ainsi, vous l'aurez compris, l'évocation de la Bretagne n'est pas problématique à Nantes, puisqu'elle figure sur l'emblème même de la ville, et donc absolument sur tous les monuments municipaux de la ville de Nantes. Et donc, si on tient à vouloir imposer ce drapeau, c'est pour le mettre dans le champ visuel de tous, et bien faire comprendre que Nantes est en Bretagne, a vocation en tout cas à y retourner le plus rapidement possible, et le sera évidemment pour toujours. Alors, il ne s'agit pas ici d'éluder un débat nécessaire et sans doute inéluctable sur le rattachement ou pas de la Loire-Atlantique à la Bretagne, un débat que personnellement je souhaite de tous mes vœux, un débat qui j'espère le sera public. Mais il s'agit quand même de montrer que certaines idées commencent à s'imposer par des chemins de traverse, pour reprendre une expression de Florian Leteuf, et qu'elles ne sont absolument pas débattues de manière démocratique. Et donc, pour en revenir à notre juriste méchant parisien anti-breton, finalement, n'a-t-il pas raison en soulevant la question de la neutralité de ce drapeau? Le tribunal, et comme nous dans cette vidéo, avons tranché, et j'espère vous avec, pour comprendre qu'il s'agit évidemment d'un drapeau tout à fait militant avec des arrière-pensées politiques, et qu'il convient donc d'avoir une certaine vigilance, sans être fermé au débat, d'autant que on peut noter, pour finir, la présence et le retour d'un certain PNB dans les manifestations bretonnes en juin dernier à Nantes, également à Saint-Brieuc, à propos de la défense de la langue bretonne localement, et puis surtout le mois dernier, ce qui a donné lieu à une vive altercation de Monsieur Leteuf avec les militants du PNB, à qui il a signifié, mieux vaut tard que jamais, qu'ils n'étaient pas les bienvenus dans le cortège. De nos jours, d'ailleurs, bien des gens comme ce monsieur dans le reportage de France 3, à qui, en quelque sorte, on a rendu la parole, ne veulent pas entendre parler de ce drapeau, comme bien des Bretons d'ailleurs, estimant que c'est un drapeau nationaliste, et que plus largement, il existe déjà de nombreux drapeaux, je vous en ai présenté, et également les drapeaux des différents pays historiques de la Bretagne, des drapeaux historiques qui tentent d'ailleurs à être quelque peu oubliés dans la mémoire collective, occultés par ce Gwanadus, qui est le paradoxe finalement quand on tient à défendre la mémoire et des cultures locales. Le maire de Saint-Nazaire, par exemple, dans une ville qui a retiré le drapeau Gwanadu en 1984, refuse obstinément de remettre le drapeau sur sa mairie, ce qui a provoqué la colère des indépendantistes et des militants bretons de manière générale,
et qui ont fait irruption, je crois que c'était l'année dernière, dans le conseil municipal, pour faire entendre de manière un peu plus intime leur voix à monsieur le maire, qui tient bon jusque-là, et ils ont été jusqu'à le traiter de suprémaciste français, ce qui ne manque pas d'ironie quand on sait maintenant d'où vient le Guanadu. Bon, pour échapper à ces énervés, vous continuerez à dire que si le drapeau a été retiré à Nantes, c'est à cause d'un méchant parisien anti-breton. N'allez pas prendre des risques de vous retrouver criblé de Queen Yaman bêtement. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi ce long épisode consacré au drapeau breton Guanadu. N'oubliez pas d'aller visiter la page Facebook au sein de laquelle je poste aussi quelques articles concernant l'histoire locale et quelques bêtises. On a bien besoin de tous rigoler en cette période. Et j'en profite pour remercier d'ailleurs tous les lecteurs de cette page qui ont pu apprécier les textes que j'y produis. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Bye les gens.